Smoke this shit so to escape from reality? Me, I don't need this shit. I am reality. 1967. Chris Taylor est un étudiant de 21 ans dont les parents attendent beaucoup professionnellement. Alors que la guerre du Vietnam fait rage, le jeune homme décide de s'engager dans l'armée contre l'avis de sa famille. Contrairement à la majorité des soldats, Chris est issu d'une famille aisée. Son départ n'est donc pas une obligation ou une décision visant à subvenir à ses besoins, mais bel et bien un choix patriotique. Un choix complètement fou. Fraîchement débarqué au pays, Taylor arrive avec une vision naïve de la guerre et un optimisme à toute épreuve. Son enthousiasme est rapidement remis en cause lors de sa première mission. Le premier obstacle auquel il fait face n'est même pas l'armée vietnamienne, mais la jungle hostile où il doit opérer. Fourmis rouges, moustiques, chaleur insoutenable, serpents, araignées. Avant même d'avoir effectué son premier combat, il est déjà épuisé par l'environnement qui l'entoure. Pendant sa première patrouille, il est à deux doigts de s'évanouir, mais est aidé par l'infirmier de la troupe. Cet événement en apparence anodin dans un contexte de guerre est significatif d'un point de vue de l'opposition qu'elle introduit. Le sergent Elias s'approche de Chris pour le rassurer et le remotiver. Le sergent Barnes, quant à lui, a la réaction contraire. Bob Barnes n'est clairement pas là pour faire du babysitting, il est là pour gagner la guerre. Des hommes armés ne suffisent pas à gagner une guerre. Pour finir victorieux, ces hommes ont besoin de chefs, pour les guider, les motiver et tirer le meilleur d'eux-mêmes. Sans chef, le désordre s'installe, et le moindre imprévu peut causer la mort et la désertion de dizaines d'hommes. Pour diriger des hommes, encore faut-il être respecté, admiré ou craint par ces derniers. Platoon nous montre une opposition de leadership à travers le lieutenant Wolf et ses sergents. Wolf est le type de chef désigné d'en haut, c'est-à-dire par ses supérieurs. Ceux planqués loin du front qui supervisent les opérations. Barnes et Elias sont les chefs désignés d'en bas, à savoir par ceux qui sont sur le terrain. Chacun d'entre eux est soutenu par une partie du platoon. Entre les deux, c'est Barnes qui a l'ascendant sur la direction du régiment, car c'est lui qui donne les directives. All right, Sergeant, who do you want on ambush? Wash, you take your squad out. Warren, you stay in, but I need Texan Jr. from your squad. Roger that. Okay, move out in 2-0 mics. I thought it was O'Neill's turn tonight. Wolf est le supérieur hiérarchique de Barnes, mais c'est ce dernier qui est le chef réel du platoon. Le seul homme qui ose le contredire est celui qui a autant d'expérience et de compétences au combat que lui, à savoir Elias. Lors de leur prochaine mission de nuit, ils préparent une embuscade contre l'armée vietnamienne. Barnes veut que ce moment soit le baptême du feu pour les nouveaux comme Chris. Elias lui rappelle qu'ils n'ont pas assez d'expérience pour faire face à ce genre de combat. Barnes le comprend et sélectionne le vétéran O'Neill, mais il garde une majorité de débutants. Le sergent a une grande discipline militaire et veut qu'elle soit partagée par tous. L'exigence qu'il a envers lui-même, il l'a aussi envers les novices. Sa vision du leadership est similaire à celle de cet homme. L'homme aux 6 championnats de NBA était non seulement le meilleur du monde, mais aussi celui qui était le plus dur avec lui-même et ses coéquipiers. C'était pour lui le prix à payer afin de gagner. Barnes a, comme Jordan, une obsession pour la gagne. Une obsession qui le pousse à se comporter comme un tyran impitoyable auprès de ses hommes. I never feared about my skills, because I put in the work. Work ethic eliminates fear. So if you put the work, then what are you fearing? You know what you're capable of doing, what you're not. Once you join the team, you live at a certain standard that I played the game, and I wasn't going to take any less. Now, that means I had to go in there and get in your ass a little bit, and I did that. Barnes est un winner par excellence. Gagner est la seule chose qui compte à ses yeux. On le remarque lors de l'embuscade que son platoon subit. L'un des soldats de garde s'endort alors que les Viettes les surprennent. Le chaos s'ensuit et les jeunes recrues sont submergés par l'attaque. Un allié perd la moitié de son bras dans la bataille. Alors qu'il hurle de douleur, Barnes fait preuve d'un manque cruel d'empathie. Il lui ordonne de souffrir en silence, car ses cris indiquent leur position aux derniers ennemis vivants. Malgré un combat désordonné où les ennemis sont quasiment invisibles, Barnes garde son calme et reste focus sur la victoire. Une fois le dernier Viet abattu, les Américains font les comptes. Un blessé grave et un mort de leur côté, le second classe Gardner. C'est une défaite car ils avaient piégé la zone et attendaient leurs ennemis planqués dans la faune. Elias avait raison, le manque d'expérience des hommes choisis a joué en leur défaveur. Le goût de la défaite est insupportable pour Barnes, et sa colère surplombe tout semblant d'humanité qu'il pourrait avoir. Y'all take a good look at this lump of shit.
Remember what it looks like. Le ton est sérieux et grave dans la totalité du platoon. Une opposition intéressante a cependant lieu dans la réaction des soldats. Ils prennent tous au sérieux la mort d'un homme. Barnes, lui, prend au sérieux la défaite qu'il vient de subir. Fuck up in a firefight and I goddamn guarantee you a trip out of the bush. In a body bag. Il utilise la mort de Gardner pour réprimander ses hommes et leur mettre la pression. The next some bitch I can catch a cop and he's in the bush. I'm personally gonna take an interest in seeing them suffer. Doc, tag him and bag him. Quelque temps après ce fiasco, sa mentalité de gagnant réapparaît mais dans d'autres circonstances. Lors de leur soirée de repos, les deux clans du platoon s'opposent à nouveau dans leurs occupations. Le clan Elias fait la fête, fume, boit et chante. C'est le groupe de la cohésion et de l'entraide. Le clan Barnes, lui, est celui de la compétition et de la gagne. Il joue donc au poker. Et à votre avis, que fait Barnes? Full house. Look like you're doing all right there, Sergeant. Yeah, and I ain't even cheating yet. Il gagne, et comme il le dit, s'il perd la main, il commencera à tricher. Tous les coups sont donc permis, car pour Barnes, Winning has a price, and leadership has a price. Oh, Christ, look at that, will you? The teapot's still boiling, man. They were just here. What? coordinates you given? You waste a lot of people up there with your fucked up fire mission. Ripper Bravo 2, check your fire, check your fire. You tell everybody to pull back to the church. We link up with 3rd Platoon. You got that? Barnes a acquis le soutien et le respect de la moitié du platoon sur le terrain. Touché 7 fois par balle au combat, ses nombreuses cicatrices nous donnent une idée de ce qu'il a enduré. L'une des choses que l'on remarque dans le régiment est que beaucoup de soldats cherchent à quitter l'enfer dans lequel ils vivent. On le voit avec Tyler et sa bande, qui comptent le nombre de jours qui leur restent avant d'obtenir le droit de rentrer chez eux. Ce comportement est également présent chez Junior, qui simule une blessure pour éviter une mission périlleuse. Barnes aurait pu lâcher l'affaire, rentrer au pays avec les honneurs et les distinctions. Malgré ses blessures, les conditions de vie horribles, le stress et les morts qui se sont accumulés, sa rage de vaincre le pousse à continuer. Il a bel et bien un objectif de long terme, qui est de gagner la guerre. Sa mentalité, son charisme et son engagement sans faille dans chaque mission, aussi risquée soit-elle, font de lui un homme craint et respecté, même par ses détracteurs. Quand le chaos surgit, que les balles sifflent, les mines explosent et que les hommes hurlent de douleur, mieux vaut avoir un Barnes à ses côtés qu'un Wolf. Bob sait quoi faire, quand le faire, et il sait surtout comment s'adapter à une nouvelle situation.
Son côté tyrannique n'est pas inné, mais il a été façonné par la guerre. Pendant des mois, Tyler pensait que Barnes n'était qu'un monstre dénué d'émotion et d'empathie, jusqu'au jour où tout a basculé. Le 1er janvier 1968, en pleine patrouille, deux amis de Barnes, Sandy et Sal, inspectent un campement de l'armée nord-vietnamienne. Alors que Sandy récupère une boîte contenant des informations importantes, une bombe se déclenche, tuant les deux soldats. Quelques minutes plus tard, Chris surprend Barnes à l'écart. Il dévoile là une partie de lui que personne ne soupçonnait. La tristesse visible sur son visage nous montre le dessous de sa carapace, ou plutôt, le Barnes d'avant la guerre. Il n'est pas un monstre froid et inhumain comme Anton Chigurh. Il a comme tout le monde des moments de faiblesse. Le problème est que ces moments-là ne mènent pas vos hommes au combat et ne vous font pas gagner une guerre. Quelques instants après cette tragédie, le platoon retrouve le cadavre de Manny. C'est la mort de trop pour Barnes. Les soldats se rendent au village ayant abrité les ennemis responsables de la mort des 3 hommes. C'est cette confrontation avec des civils qui consume définitivement le peu d'humanité qui restait chez Barnes. Start stalking, or I'm gonna waste more of them. Tell him, Leonard! Let's go! All right? This is his daughter, right? Right? Barnes considère maintenant les civils vietnamiens comme complices de l'armée, et donc coupables par procuration du meurtre de ses hommes. C'est par cette association qu'il déshumanise les habitants du village. Incapable d'obtenir des informations sur les soldats nord-vietnamiens, la frustration de Barnes atteint des sommets. Le sergent ne vaut désormais pas plus qu'un terroriste. Son obsession pour la victoire, couplée à l'horreur de la guerre, ont permis de renforcer chez lui des traits de personnalité psychopathique. Mensonges et manipulations sont utilisés pour justifier ses actes barbares. Elias, quant à lui, devient son principal obstacle et fait tout pour le faire condamner pour ses crimes de guerre. Il est le seul à avoir le courage de l'affronter car il a l'expérience et les principes pour lui faire face. Barnes ne se bat donc plus seulement contre les Vietnamiens, mais contre certains de ses propres frères d'armes. Tous ceux qui le freinent dans son objectif deviennent ses ennemis. Ce basculement est un point de non-retour pour le sergent, car il se considère au-dessus des autres, mais surtout au-dessus de tout devoir ou obligation militaire. Il s'estime être le chef logique de cette machine qu'est le platoon. Avec Barnes aux commandes, c'est une machine certes immorale, mais inarrêtable dans sa quête vers la victoire. Alors quand une pièce sabote l'engrenage de cette machine, il faut la retirer. Sir, will include Lieutenant Wolf as being witness to the shooting. All right, Elias. If I find out there was an illegal killing, there will be a court-martial. Right now, I need every man in the field, and you two will cease fire. Ain't no need of time for a courtroom out here. What do you think there, Bob? Gonna be an investigation or what? A good competitor always evaluates his opponent. And you understand for what he really is, but you never try to give him confidence. You try to take it at all times. And sometimes it's easier to take confidence as opposed, and sometimes it's harder. Last two, Lieutenant. I'll get him. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Cutthroat sounds like I'm a villain. I'm not. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It is who I am. That's how I played the game. That was my mentality. If you don't want to play that way, don't play that way. Quand il annonce la mort d'Elias à Taylor, le jeune homme n'en croit évidemment pas ses yeux. Comment un aussi grand guerrier a pu être abattu dans l'ombre, isolé? Au dernier moment, Elias surgit de la jungle poursuivi par des dizaines d'ennemis. Chris et Bob assistent à la course folle d'Elias pour des raisons opposées. Taylor espère qu'Elias s'en sortira, et Barnes, lui, souhaite tout le contraire.
Le sergent donne tout ce qu'il lui reste pour survivre, mais les blessures infligées par Barnes et les Vietnamiens ont raison de lui. La trahison de Bob est visible dans son regard, et Tyler ne peut contenir son désir de vengeance. Le problème est que Barnes est increvable et indomptable. Bond's been shot 7 times. And he ain't dead. Does that mean anything to you, huh? Bonds ain't meant to die. Barnes n'est pas fait pour mourir maintenant. Malgré les pièges et les embuscades ennemies, malgré les tirs et les bombardements amis, Barnes a survécu. Il a tellement trompé la mort qu'il ne la craint plus. Il cherche même à la provoquer afin de continuer à ressentir l'adrénaline de la guerre. Quand il fait face à Taylor et ses amis, on remarque le fossé qui les sépare d'un point de vue de l'état d'esprit. Le sergent s'oppose à eux frontalement en reconnaissant son crime et en le justifiant. 6 you boys against me. Kill me. I shit on all you. Tyler craque et se jette sur Barnes. Cet acte dénote l'influence qu'Elias a eue sur lui. Il est désormais le seul à oser s'opposer ouvertement à Barnes depuis la mort d'Elias. Il est néanmoins rapidement maîtrisé par Bob, qui lui montre une nouvelle fois qui il est vraiment en premier lieu, un survivant. C'est-à-dire un homme qui ne laissera jamais l'autre gagner sans se battre de toutes ses forces. Death? Well, you all know about death. Barnes est le survivant d'une guerre sale. C'est aussi un manipulateur qui se sert de son charisme et de son expérience pour garder le maximum de pouvoir malgré ses crimes. Sa réaction face à la mort de Sandy et Sal nous a tout de même permis de comprendre que c'était bien la guerre qui avait consumé toute son humanité. En regroupant les critères du PCLR déjà notés, Barnes obtient 14 sur 16 au premier facteur. Son faible niveau d'empathie et de culpabilité, ainsi que son goût du risque, nous permettent d'évaluer son comportement avec les femmes. Il obtient ainsi 2 sur 4 au facteur sexuel. Quant au facteur 2, il nous reste quelques critères à déterminer. On dénote de l'impulsivité quand il tue la civile vietnamienne, mais une grande froideur quand il liquide Elias. Il prémédite en effet son meurtre, car il attend le bon moment pour l'achever à l'insu de tous. En le trahissant de la sorte, il bafoue la liberté conditionnelle qui lui avait été accordée par son supérieur. Barnes se fait donc justice lui-même, mais il a une mauvaise influence sur certains soldats. On le voit avec le lieutenant Wolf, dont il se sert pour couvrir ses bavures. Barnes n'est loyal qu'envers lui-même. Il manipule aimant à sa hiérarchie, puis trahit l'un de ses frères d'armes. Son obsession pour la victoire le pousse tout de même à tirer ses hommes vers le haut lors des combats, où il fait preuve de courage pour vaincre l'ennemi et protéger son platoon. La radicalité de ses actes laisse entendre qu'il avait déjà un penchant pour la délinquance quand il était plus jeune. Avec 13 sur 20 au facteur 2, Barnes obtient 29 sur 40 au PCLR. Il serait donc considéré comme un psychopathe en Europe, mais pas aux États-Unis. Il reste tout de même quelqu'un de très dangereux, pour quiconque s'opposerait à lui. Cette note nous indique qu'il avait déjà des prédispositions psychopathiques avant le Vietnam. C'est donc l'horreur de la guerre qui n'a fait qu'exacerber ses côtés sombres jusqu'à le conduire à l'impardonnable. Le platoon de Barnes est choisi pour être utilisé comme appât afin de leurrer l'armée nord-vietnamienne. Le but est de les attirer à un endroit avant de bombarder la zone. De nombreux soldats craignent cette mission et font tout pour l'éviter. Chris et Barnes, eux, ne bronchent pas et prennent les armes. Lorsque les ennemis s'approchent, le soldat aux côtés de Chris prend peur, tandis que le jeune homme reste serein. On voit là à quel point Chris a progressé en tant que soldat depuis son arrivée. Pour ce faire, il s'est inspiré de ces 2 modèles que sont Barnes et Elias. Chacun d'entre eux a eu une influence sur son comportement et ses aptitudes. Quand les Nord-Vietnamiens attaquent, Chris utilise le leadership de Barnes et l'intelligence au combat d'Elias pour guider son homme dans le chaos. Largement en sous-nombre, il tente le tout pour le tout et charge dans le tas. Sa rage de vaincre l'ennemi devient alors similaire à celle de Barnes qui, au même moment, donne lui aussi tout ce qu'il a.
Contre toute attente, Chris survit à l'impossible. Alors qu'il erre entre les cadavres, il découvre un Barnes blessé par balle mais en vie. Le sergent a encore une fois vaincu la mort. Quand il demande un docteur à Chris, le silence qui s'ensuit en dit long. C'est le moment où Chris Tyler accepte que ces 2 sergents vivent en lui à jamais. En vengeant Elias, il empêche d'autres soldats alliés de tomber sous les balles de Barnes. Il se fait en revanche justice lui-même et agit donc comme le sergent. Le fait d'utiliser une arme ennemie est symbolique. Ce détail dénote que Chris devient l'opposant à une façon de faire la guerre, la façon Barnes. Elle induit également le flou moral qui existe entre les 2 armées qui s'opposent. Les Américains ne sont pas forcément des êtres vertueux, et les Nord-Vietnamiens ne sont pas forcément des monstres sanguinaires. Elias ne s'attendait pas à mourir du canon de l'un des siens. Barnes ne s'attendait pas à ce que Tyler ait le cran de se venger. Anton Chigurh, le psychopathe de l'épisode 1, était une réincarnation de la mort. Il était imprévisible et implacable. Barnes, lui, est l'homme qui défie la mort, car il ne la craint pas. Quand il lui fait face une dernière fois, il la regarde dans le blanc des yeux. Everybody gotta die sometime, Red. Do it. Killing. Y'all experts? Y'all know about killing?